Bonjour à tous, je suis Miguel Raymond, entrepreneur et auteur de fiction, et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui tend le micro aux voix de l'imaginaire, autrices, auteurs, scénaristes, celles et ceux qui créent des univers de fiction. Aujourd'hui, je reçois Samantha Bailly. Samantha fait partie des personnes pour lesquelles il faudrait rebaptiser ce podcast, double, triple, quadruple vie. Autrice, scénariste, des activités dans le jeu vidéo et le tourisme, sans compter son passage dans le travail associatif pour défendre le statut des auteurs, c'est pour Samantha un début de carrière tout azimut et sur les chapeaux de roue. Donc Samantha est là avec moi pour revenir sur son parcours et pour nous parler, comme d'habitude, de création. Bonjour Samantha, bienvenue. Bonjour et merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Donc voilà, avant d'aborder ton parcours d'autrice, j'avais cette petite anecdote puisqu'on s'est rencontrés, on s'est croisés au milieu de la forêt. Et ça peut paraître bizarre comme ça, mais d'autant plus si j'ajoute que c'était ta forêt, donc ça fait encore plus étrange. Donc je m'étais pas perdu, j'étais dans une retraite d'écriture avec Lionel Davous, avec d'autres auteurs, et Lionel nous guidait, et dans un lieu qui est créé par Samantha, par toi et Antoine. Donc est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu de cette aventure qui est un peu hors norme pour commencer cette aventure de parenthèse Tiny House? Oui, bien sûr. En fait, avec du coup mon mari Antoine, on avait, on va dire, une appétence assez forte depuis longtemps pour les cabanes, de manière générale. On a fait un tour du monde en 2019, c'était juste avant l'épisode de Covid, donc on avait intuitivement, sans le savoir, plutôt bien choisi notre moment. Voilà, on avait envie un peu de faire une pause aussi dans nos vies, de réfléchir, de prendre du recul, et on s'est retrouvés à beaucoup voyager de manière nomade et à tester en fait des habitats alternatifs. Et quand on est rentré en France, en plus dans la période qu'on a connue, qui était très particulière au moment du confinement, on a eu envie de faire une bifurcation en fait, de se lancer dans une nouvelle aventure de vie au sens large et à deux. Et donc, on a trouvé un petit bout de forêt, comme tu disais, où on a créé un concept qui est à la croisée des chemins entre le tourisme durable, la créativité, le soutien aussi de l'activité locale. Et donc, ce sont des tiny houses en pleine forêt dans laquelle on peut venir séjourner, se ressourcer avec une vue magnifique en fait sur l'extérieur. Et le principe, c'est que à la fois c'est du tourisme j'irais durable un peu classique, on vient, on se ressource, mais on a une formule en fait de retraite créative où on a aussi tout un enjeu de soutien à la création et aux artistes en général, où très régulièrement on organise des semaines qui seraient un peu comme des stages, hein, si on devait résumer, où un artiste vient et transmet son savoir à des personnes qui ont envie de prendre un peu de recul elles aussi à un moment donné. Et donc Parenthèse a ouvert les portes en juillet 2021, donc ça fait plus d'1 an maintenant, ça fait 1 an et demi, et c'est une aventure un peu folle. Voilà. Je confirme, le lieu est très réussi, c'était très sympa, et puis voilà, vous avez réussi à construire tout ça et à le développer en un peu plus d'1 an maintenant. Oui, beau. c'était vraiment audacieux. C'était audacieux. On a passé pas mal de nuits blanches. Après, on ne regrette pas parce que c'est vrai que c'était un peu on sentait que c'était le moment pour nous aussi. Donc, on a déployé toute l'énergie qu'il fallait déployer à ce moment-là. Et c'est vrai que évidemment, ça fonctionne bien, mais surtout là où je suis vraiment très contente, c'est que c'est vraiment une belle jonction en fait, je trouve, avec la créativité. C'est que le lieu s'y prête et tout est pensé par rapport à ça, quoi. Les tiny houses sont personnalisés par des artistes, signés par des artistes. Donc, quand on vient séjourner, on découvre aussi une bibliographie, on découvre une œuvre, et je trouve que ce lien comme ça entre tourisme et créativité, finalement, il est pas très très présent dans notre société. Et on est très fiers du coup d'avoir pu mettre en place un tel endroit. Oui, ben bravo. On va revenir parce que là, tu vois, tu mentionnes le mot créativité. Voilà, c'est au cœur du projet et c'est au cœur de ton parcours aussi parce que voilà, c'est la ligne directrice qui te guide. Je suis revenu un peu au début de ton parcours. Je suis désolé. Ah non, mais j'adore. Vas-y, je suis prête. Introspection. Voilà, mais t'as été une formation à la fois littéraire. Tu viens quand même du milieu de l'écriture, mais à la fois théorique et pratique. Donc t'as eu un double master. Ce qui m'a intrigué, c'est que tu as travaillé en même temps. Donc tu vois déjà oui. double master et tu as travaillé en même temps chez Ubisoft dans le jeu vidéo. Donc c'est
C'est marrant que tu dis ça parce que je me pose plein de questions en ce moment sur mais je fais beaucoup de choses en même temps, mais pourquoi je fais tant de choses en même temps? Et après je me dis oh là là, mais en fait si tu regardes en arrière, déjà quand j'étais étudiante, je faisais ma dernière année de master et en parallèle j'étais en CDD chez Ubisoft. Et en plus, je publiais déjà mes premiers livres. Donc, en fait, c'était même, t'as raison, c'était une triple vie parce qu'il y avait le monde du travail du jeu vidéo, les études que je voulais vraiment finir avec ce double master parce que le master en édition, comme j'avais fait un master en littérature comparée, je me disais, mais c'est vrai que c'était très théorique la littérature comparée et j'ai absolument adoré mon cursus universitaire, mais quand on commence à dépasser la vingtaine et qu'on se demande un peu ce qu'on va faire concrètement aussi de sa vie et qu'on se dit finalement passer le CAPES ou la Greg, en fait je le sens pas, j'ai pas vraiment envie d'être professeur, on se rend compte que oui, il faut peut-être aussi aller plus vers le concret, le réel du monde du travail. Donc ce master professionnel édition et rédaction, ça me paraissait être un bon compromis. Et en plus de ça, il y avait une démarche derrière qui était que comme je commençais à publier, j'étais très intriguée sur comment fonctionnait le monde de l'édition de l'autre côté, pas du côté auteur, mais du côté éditeur. J'avais envie de comprendre quels étaient les mécanismes, les logiques de ce système. Et j'ai pas été déçue, du coup, je pense que j'ai bien compris aussi à travers ces études-là. Mais il y avait une vraie volonté de compréhension en fait des choses dans le cursus des études et en même temps par le travail dans le jeu vidéo, c'est rigolo d'y revenir aujourd'hui, mais j'ai toujours été passionnée de jeux vidéo depuis que je suis jeune. Je lisais autant que je jouais et c'était vraiment passionnant de travailler dans cette industrie tout au début. Oui, c'est intéressant parce que tu travaillais dans une grosse société française de jeux vidéo et tu as travaillé sur une franchise qui est un peu mythique pour les fans. J'ai vu Might and Magic, c'est quand même, j'ai passé des heures quand j'étais jeune là-dessus. Ah, tu es un joueur de Might and Magic, très bien. Oui. Donc, toi, tu as travaillé sur quelle partie chez Ubisoft? Alors en fait c'est particulier. Au début j'ai vraiment commencé, c'était de la rédaction mais pour la communication et rapidement je me suis rendu compte que j'étais plus intéressée par la production et du coup j'ai rencontré l'équipe de Might and Magic et j'ai commencé à travailler avec eux sur un projet qui était très spécifique, qui était un projet de coordination et de gestion, je dirais, de la Bible de l'univers de Might and Magic. Donc mon gros projet sur une année, il y en avait plein d'autres, mais c'était vraiment de créer en fait une Bible de cet univers en réussissant à regrouper toutes les informations des différents heroes qui étaient sortis et d'année en année on se rend compte qu'il y a des strates en fait d'histoire qui s'accumulaient, parfois des petites incohérences aussi et le défi que j'avais trouvé super chouette, c'était à la fois en fait d'arriver à regrouper toutes les informations sur l'univers du jeu pour les équipes en interne, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive et qui va démarrer un travail sur Might and Magic, sur la franchise, sur n'importe quel jeu, il doit pouvoir avoir la ressource en fait des piliers de l'univers de fantasy de Might and Magic parce que c'est un univers extrêmement riche et par souci de cohérence, il faut bien en fait qu'à un moment donné, il y ait une vraie gestion en fait de ces informations-là sur l'univers et de la création qui a été faite. La difficulté étant que quand beaucoup de scénaristes se sont succédés, des scénaristes américains, des scénaristes français, parfois même d'autres nationalités, il faut du coup réussir à vraiment, oui, avoir cette forme d'harmonisation de tout ça. Et en même temps, on s'est dit, mais ça ferait aussi un super cadeau pour les fans en fait de la franchise de pouvoir accéder à toutes ces illustrations originales, à en fait toute la base de données, on pourrait dire d'une certaine façon, de Might and Magic. Donc c'est devenu Ashen Compendium, qui est un livre qui a été édité chez Titans Book et pour lequel qui est complètement, il est en anglais, je tiens à préciser. On a fait ce travail. Il y avait Julien Priraud aussi qui était dans l'équipe à l'époque. On travaillait ensemble pour créer un objet attrayant à la fois pour les fans et pour les besoins internes. Pour le processus de création en fait du jeu vidéo. Ok. Comment tu es passé après à l'écriture? T'étais déjà en train d'écrire le tome 1 de Horizon? Tu l'avais déjà écrit ou tu l'as écrit après? Mais tu sais qu'il était déjà publié, c'est ça le pire de l'histoire. Ah, oui. En fait, Horizon, je l'ai écrit quand j'avais 17 ans, quand j'étais au lycée, enfin le premier tome, et j'ai écrit le tome 2 après en licence de lettres. Et j'ai commencé à l'envoyer à des éditeurs, du coup j'étais en L1 de lettres modernes. Il a été accepté et il est sorti, j'étais vraiment entre mes 18 et mes 19 ans, quoi. Et du coup, voilà, c'est comme ça que ça a débuté et j'étais étudiante en licence
Et ce qui fait que ensuite, quand j'étais en master, j'avais déjà 2 romans parus et je faisais beaucoup de salons du livre. C'était de la micro-édition, mais c'était extrêmement intéressant parce que je me rends compte que cette petite maison d'édition indépendante, elle n'arrivait, c'est pas qu'elle n'avait rien à envier, pas en diffusion, mais en tout cas sur le professionnalisme et la façon dont j'ai pu apprendre à leur côté. Il y avait vraiment beaucoup de choses qui étaient passionnantes. Et ces vies, du coup, étaient déjà intriquées dès le départ, quoi, parce que pour le coup, l'écriture, moi, c'était mon moteur, quoi. J'avais à la fois le réalisme de me dire, vivre de l'écriture en France, c'est quasiment impossible, donc il faut que je trouve un travail qui me plaît aussi en parallèle. Mais ma vie, ça a toujours été d'écrire, quoi. Ça a toujours été je parle de ligne directrice, l'écriture, en particulier de romans, mais pas que, ça a toujours fait partie de ce qui de ma façon d'être au monde, quoi. C'est-à-dire que de toute façon, faut déjà avoir, parfois on demande, mais comment t'as la motivation et tout ça? Mais en fait, c'est, quand on a l'histoire qu'elle est là, qu'elle nous habite, il n'y a pas besoin de se motiver, tu vois ce que je veux dire, c'est juste qu'on sait qu'on doit en accoucher. Après, il faut parfois trouver la discipline et l'organisation de temps, évidemment, pour le faire, ce qui est un autre enjeu, mais en fait, on est obsédé quelque part par cette histoire qui commence à arriver dans son esprit. Et donc, voilà, maintenant, aujourd'hui, j'ai publié une 20aine d'ouvrages. Oui, c'est impressionnant. Mais j'avais pris le postulat que tu l'avais écrit après, parce que tu as un world building qui est déjà très conséquent dans ce roman, en fait. Donc, je me suis dit, est-ce que tu as tiré... Ça me fait plaisir que tu dises ça. J'étais hyper jeune. Alors maintenant, quand je le relis, j'ai du mal à être indulgente parce que il y a plein de choses que je ferais plus pareil, évidemment. Mais je me dis, mon éditrice de l'époque m'avait dit, tu sais, c'est un roman que tu as écrit à 17 ans et tu n'auras jamais à en rougir. Et je m'étais dit, j'espère qu'elle a raison, j'en sais rien, en fait. Il y avait eu le prix imaginal des lycéens à l'époque. Et j'y vois maintenant, évidemment, des petites maladresses ou tout ça, mais c'est vrai que je me dis, ouais, la construction du monde pour cette ado que j'étais, parce que finalement, j'étais une ado, j'essaye de le voir avec indulgence maintenant et avec plus de bienveillance, et je me dis, ça tenait la route, quoi, quelque part. Oui, parce que c'est basé, c'est de un roman de fantasy, et qui est basé autour d'une religion, en fait, que tu as inventé, et tu as inventé des rituels, des liens politiques, etc. Donc oui, c'est très politique, en fait, hein, comme roman, on peut le dire. C'est vraiment un univers, c'est une théocratie, c'est exactement ce que tu dis. Ça interroge les liens entre croire et savoir, je dirais, on pourrait dire cette tension, en tout cas là-dessus, et le fait que des personnages se retrouvent évidemment impliqués dans une histoire qui les dépasse, des enjeux qui dépassent évidemment leur individualité, mais ces 2 sœurs qui, chacune à leur façon, essayent de faire la lumière sur le meurtre de la 3e de la fratrie, et ce qui les conduit à réinterroger complètement les convictions dans lesquelles elles ont grandi depuis leur plus tendre enfance. Et oui, en tout cas dans la construction d'univers, ça a été un travail de recherche très long, très intense. Au final, horizon, c'est 3 ans de travail, je dirais, pour les 2 tomes. Oui, donc c'est conséquent en plus de tes cours, donc ouais. Bravo. Pas encore. Le lycée, la première année, bon, c'était bien adapté. Ouais. Voilà. Ouais. En travaillant ensuite, je trouve que c'est plus difficile qu'à la période des études, quoi. Oui, bon, j'en aurais pas été capable au lycée, donc c'est impressionnant. C'est gentil. Et donc tu as fait un 2e tome. J'ai vu que tu avais sorti une romance aussi très peu après, Ligne de vie. Donc, c'est ça. Dans une maison Milady qui dépend de Brajlon. C'est ça. Comment tu t'es lancé dans la romance? T'avais plusieurs... Enfin, pour toi, est-ce que tu fais une différence entre les genres, ou est-ce que tu écris ce qui te vient? Alors vraiment, on le pose souvent cette question, parce que c'est vrai que j'ai écrit et publié dans des genres littéraires très variés, quoi. Ça, c'est certain, entre le manga, entre la littérature adolescente, les albums pour enfants, la littérature contemporaine et puis la fantasy. On a l'impression que, je sais pas, que ce sont des mondes qui ne cohabitent pas ou difficilement. Mais en réalité, je suis souvent plus, touchée par une histoire, et je me pose même pas la question, en fait, de son genre à ce moment-là. Pour moi, la question
de l'étiquette qu'on va lui mettre. C'est presque une question, je dirais, commerciale en fait, de librairie ou d'éditeur. Et voilà, après, l'histoire qu'on a envie de raconter, elle vient. Je trouve que la grande différence entre les mondes imaginaires et on pourrait dire le contemporain ou le réalisme, c'est que les littératures de l'imaginaire exigent en fait de passer un certain nombre de référentiels que n'ont pas les lecteurs, puisqu'ils découvrent complètement un nouveau monde. Donc ils découvrent une société, des cultures, des religions, des paysages pour lesquels on peut pas jouer en fait sur l'imaginaire qu'ils ont déjà déployé par rapport au monde qu'ils connaissent. Donc il y a vraiment ce travail de description, je dirais d'immersion de l'univers qui est très fort et qui doit aussi être malin, parce qu'il faut pas non plus complètement étouffer en fait le lecteur par je sais pas 35 pages de description pour décrire tel monument ou quoi. Et en même temps la littérature contemporaine, je trouve que ça permet une façon de capter aussi l'air du temps qui est passionnante, quoi. Le Ligne de vie ou les stagiaires, ça a été vraiment un plaisir fou à écrire, parce que là on est sur un registre autre et plus proche de la réalité. Mais pour autant, je trouve qu'à travers les littératures de l'imaginaire, même s'il y a ce voile quelque part de cet autre monde, on est dans la même chose, c'est-à-dire explorer en fait l'être humain. Ça m'évoque celui-là, Ligne de vie, c'était une histoire d'une correspondance entre des. Oui, c'est un roman épistolaire. Oui, c'est ça. Et ça m'évoquait un roman qui est sorti après, Les Oiseaux du Temps, là, qui lui est dans l'imaginaire, mais aussi où il y a ce principe d'échange de romances à base d'échanges de lettres échangées. Je sais pas si tu avais. Je l'ai pas lu du coup. Du coup, ouais, tu préfères. Mais non, mais je vais aller j'irai le lire du coup. Ah, tu connaissais? Non, non, je l'ai pas lu. J'en ai entendu parler, mais je l'ai pas lu. Du coup, quand j'ai pas lu un livre, je préfère le dire. oui, t'as raison. Tu disais, oui, toujours en parallèle, du coup, quand je fais mon travail de préparation, je vois, mais tu as écrit au même moment quasiment un livre illustré de jeunesse, donc La Princesse au bol enchanté, donc un conte, je crois, d'inspiration japonaise. Tout à fait. Et là encore, comment ça se produit, comment tu récupères comment tu saisis ces opportunités-là? En fait, j'étais au Salon du Livre de Rouen pour finalement mes ouvrages de fantasy, et je suivais depuis un moment donné les éditions Domi Domi, dont j'adorais le travail, un jeune éditeur qui se lançait à l'époque dans l'édition de beaux livres illustrés pour en fait transmettre la culture japonaise aux enfants. Et pour l'époque, vraiment, c'était très innovant et audacieux. Et en fait, on discute, on se croise en salon, on discute, et puis un jour, je sais même plus exactement, c'est Olivier ou Pierre-Alain qui me contacte pour dire en fait qu'il recherche quelqu'un justement pour un travail d'écriture sur l'adaptation en fait d'un conte traditionnel japonais, mais qu'ils ont vraiment envie d'adapter par rapport à une illustratrice avec laquelle ils travaillent. Et c'est comme ça que ça s'est fait en fait assez naturellement. J'ai fait des propositions, ça leur a plu, et on s'est lancé là-dedans. Et c'est vrai que moi j'ai toujours beaucoup aimé le Japon, et j'ai aimé aussi découvrir la culture japonaise, je dirais traditionnelle, et vraiment toute la zone du conte, elle est très très intéressante, parce que là on est vraiment sur des histoires qui se sont transmises oralement, puis à l'écrit, donc dans laquelle on est vraiment sur une matière dans laquelle on suit évidemment, je dirais une histoire que tout le monde connaît, mais il y a aussi de la liberté dans la façon de transmettre les choses. Et c'est comme ça que ça s'est fait en fait. Tu as retravaillé avec eux, hein, tu en as fait plusieurs, je crois. Ouais, tu as fait le Kotori, le chant du moineau, et puis peut-être une BD aussi avec eux plus tard. On a fait Chasseur d'horreur, puisque là, je leur ai dit que j'aurais bien aimé écrire un texte vraiment original cette fois-ci. Et là, on est sur un format différent, c'est qu'on est vraiment sur un très grand et magnifique livre illustré avec une illustratrice japonaise qui s'appelle Monashishi. Et ça, c'était aussi un travail encore différent, qui est travaillé sur le folklore japonais à travers, on va dire, la ligne créative de l'illustratrice, mais là, être sur l'écriture d'un conte inédit. Ok. Tu poursuis, donc Oraison à une deuxième vie, parce que tu as gagné un prix j'imagine, qui a bien aidé à le diffuser, même si c'était en micro-édition, comme tu dis. Mais après, il a une deuxième vie chez Brajlon, donc il est publié en intégrale, et puis
il ressort chez Brajlon. Est-ce que ça a dopé ton aura, ton audience à ce moment-là, ou est-ce que le prix avait déjà fait le gros du travail? C'est une question intéressante parce qu'elle soulève la réalité aussi. Micro-édition, édition traditionnelle. Brajlon, c'est évidemment un éditeur voilà, qui a pignon sur rue dans l'imaginaire. Pour moi, c'était un rêve vraiment d'être publié là-bas. Le paradoxe, je dirais, c'est que finalement, Oraison s'est davantage vendu en micro-édition, c'est-à-dire avec, je dirais, l'énergie et la force d'une petite équipe qui va faire du porte-à-porte en librairie, qui a finalement un catalogue réduit et du coup qui a envie de défendre une dizaine de titres très spécifiques. On faisait beaucoup de salons, du coup, ça veut dire oui, une visibilité, même si c'est dans une petite structure, il y avait cette idée de défendre un nombre de textes qui était plus réduit. Et du coup, Oraison, bien sûr, je pense que le fait que ça apparaisse chez Brajlon, c'était une étape peut-être de légitimité, mais la particularité, c'était qu'à l'époque, la maison d'édition qui s'appelait 1000 saisons, dans laquelle j'avais publié, fermait ses portes parce que justement, leur modèle économique n'était pas viable, dans le sens où pour se développer vraiment et recruter dans l'édition, il faut publier beaucoup de titres par an. Et à un moment donné, les dirigeantes se sont dit, oui, mais en fait, nous, c'était vraiment un projet de passion qu'on a fait. On n'a pas envie de se retrouver à devoir gérer 30 bouquins par an. Enfin, c'est pas l'état d'esprit et c'est pas pour ça qu'on a fait ça. Donc, moi, j'ai récupéré mes droits et j'ai pu les republier, en fait, chez Brajlon après cette période de latence où finalement, je ne savais pas du tout ce qu'il allait advenir du livre alors que la maison d'édition fermait, quoi. C'était une période assez particulière. Et je pense qu'en tout cas, ça a été une vraie étape quand même dans mon parcours à tous les niveaux parce que ça a fait partie de ma professionnalisation. À ce moment-là, j'avais aussi Souvenirs perdus, qui est une trilogie de fantasy qui a été acceptée chez Syros. J'ai les éditions Rajo qui me proposaient aussi d'écrire un livre qui était un thriller pour adolescents. Donc d'un coup, pour remettre chronologiquement, mon travail chez Ubisoft s'arrête puisque de toute façon c'était un CDD sur une mission qui était particulière et puis Might and Magic vivait d'autres phénomènes à ce moment-là, voilà, on va dire, en tout cas dans le studio, dans ses réorganisations et tout ça. Et puis, finalement, en fait, c'est bizarre, mais à l'époque, comme ces contrats tombaient, je me suis dit, bon, après tout, j'ai cette petite période de latence, mais si j'essayais d'en vivre, mais au pire, si dans 2 mois, 3 mois, ça marche pas, c'est pas grave, je continue à postuler, je cherche ailleurs, voilà. Et il se trouve que, finalement, j'ai eu énormément d'opportunités, de propositions en même temps, et de ne faire qu'écrire toute la journée, moi, mais j'étais au paradis. Enfin, vraiment, c'était ce que j'avais toujours voulu. J'avais tellement d'idées, de projets qui étaient en moi depuis des années et pour lesquels j'avais pas le temps, que là, il y a tout cet espace-temps qui s'est ouvert. Et j'ai quand même réussi à en vivre assez tôt, quoi, parce qu'en 2012, finalement, je me lance et ça fonctionne d'une certaine façon. Après, la difficulté aussi dans le processus de création, c'est que du coup, je dirais le rapport intime le rapport intime qu'on a à sa créativité et à ses ouvrages se confronte, je dirais, à la dureté de la réalité que ça devient sa source principale de revenus. Donc moi, pour résumer, voilà, si vous prenez le sociotype d'un auteur en France qui vit de ses ouvrages, c'est pas compliqué, hein, il y a les études socio-économiques à l'époque de la GSA-MDA. L'écrivain qui gagne plus de 8700 € de droits d'auteur par an, c'est un homme blanc d'environ 55 ans qui est souvent multipropriétaire et rentier. Donc en fait, comme il avait déjà des sources de revenus par ailleurs, par sûrement ses multiples appartements qu'il loue, il peut se permettre d'écrire pendant 3 à 4 ans sans avoir d'autres sources de revenus, d'être publié une première fois et puis d'attendre d'avoir un prix et que voilà. Moi, dans mon cas, j'étais quelqu'un qui arrivait à Paris, je gagnais à peine le SMIC et je me trouvais dans une situation où en plus je voulais être une femme autonome, indépendante. Donc faire ce choix, c'était vraiment un choix, quand j'y pense, très très audacieux, qui demandait de vraiment comprendre en fait et d'arriver à allier 2 choses qui sont quand même intuitivement un peu antinomiques, c'est-à-dire d'être dans sa créativité, dans le flux de son écriture, dans son imaginaire en fait d'une certaine façon, et la réalité parfois extrêmement abrupte d'une industrie. Parce que le livre, ça reste une industrie avec des questions de contrat, des questions juridiques, enfin ça soulève plein d'autres aspects. Et ça ne s'est pas fait, je dirais, dans la douceur, cette rencontre entre ces 2 aspects.
Oui, à ce moment-là, effectivement, tu dis que tu avais une commande pour une trilogie, voilà, que tu avais un thriller ésotérique, young adulte, Oui, pile ou c'est face. ça. Donc, tu avais beaucoup de projets en même temps. Est-ce que tu considères que, est-ce que c'était la nécessité? Est-ce que pour en vivre, il faut, je sais pas, publier 3-4 romans par an si on n'est pas parmi les plus connus, quoi, les plus célèbres, les plus vendeurs, on va dire. En fait, la particularité de ce métier et de tous les métiers de la création, mais ça, je vous invite vraiment à lire tous les travaux de Pierre-Michel Menger, parce que Pierre-Michel Menger, c'est le sociologue du travail créatif qui a vraiment étudié ça de manière très profonde. C'est que il n'y a pas de lien entre le temps qu'on passe et la rémunération. Donc, ce lien, on peut essayer de le mesurer par ailleurs, et c'est tous les enjeux des combats sociaux que j'ai menés en parallèle bien plus tard. Mais ça fait que, concrètement, la rémunération, le principe du droit d'auteur, c'est une rémunération proportionnelle sur l'exploitation de l'œuvre. Donc déjà, il y a toute une zone d'ombre sur « Ah ouais, d'accord, mais alors qu'est-ce qui se passe avant ?» Quand on est en train de créer, comment ça se passe? Comment c'est encadré juridiquement? Comment ça se passe, quoi? Quand un éditeur... voilà, typiquement, voilà, pour mon catalogue, j'ai besoin d'un roman young adulte, j'adore ça. Ta carte blanche, t'écris ce que tu veux et tout ça, mais je viens te demander en fait un livre parce que je suis une entreprise et dans cette entreprise-là, on va publier un certain nombre d'ouvrages et on cherche des personnes qui ont l'expertise, le talent, enfin ce qu'on veut pour les écrire, quoi. Et ben, on se rend compte que ça veut dire que cette rémunération proportionnelle, déjà, elle est très délayée dans le temps parce que pour ça, il faut d'abord que le livre soit commercialisé. Ensuite, il faut qu'on sache combien on en a vendu. Alors, vous savez que dans l'édition, il faut attendre 1 à 2 ans pour avoir sa première édition de compte, pour savoir combien on a vendu de livres. Donc, c'est très long, très loin. Et après, on commence à toucher des droits proportionnellement aux ventes pour lesquelles on n'a aucun outil de transparence qui permette de savoir concrètement et de vérifier combien on en a vendu. Quand on parle de tout ça avec un peu de recul, on se dit ouais, c'est quand même une affaire un peu compliquée. Donc il y a plusieurs options. C'est soit il y a l'histoire qui peut arriver de cet auteur qui a beaucoup pratiqué, publié de temps en temps, et puis d'un coup, bam, le best-seller, le succès, le truc arrive et super. Mais même dans ce cas-là, en fait, vous avez un livre qui se vend super bien et qui est traduit pendant quelques années, ça va être un peu plus, on va dire, jackpot. Mais après, les ventes vont s'éroder petit à petit, et voilà. Donc, ce sont des métiers dans lesquels je dirais qu'il n'y a pas de règles, mais ce qui est sûr, c'est que dans mon cas, par rapport en plus aux rémunérations qui étaient proposées, et après, il se trouve que j'ai toujours été prolifique, donc ça correspondait aussi. C'était évident qu'il fallait publier plusieurs livres par an pour en vivre, mais d'un autre côté, comment dire, il y a pas un moment où je me suis dit que j'allais écrire un livre que j'avais pas envie d'écrire pour continuer à en vivre. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, à un moment, sinon tu fais autre chose, tu prends un mi-temps, c'est pas grave en fait. Mais c'est simplement que c'est un métier très incertain, très complexe, et pour lequel il est évident. Enfin, je te dirais aujourd'hui, c'est dur à dire, mais je crois qu'il faut le dire. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est un métier qui est devenu presque impossible. Et à mon époque, je suis arrivée avant que ça s'aggrave, entre guillemets, quelques années avant que ça commence vraiment à s'empirer sur plein de niveaux, sur les ventes, sur comment ça se passe dans les maisons d'édition, etc. C'est dur. Enfin, faut être honnête, c'est difficile, et je pense qu'il faut toujours s'interroger quand on suit sa voie en même temps sur quel est le prix à payer pour faire ce qu'on aime. Voilà. Est-ce que le prix parfois n'est pas trop élevé quelque part? Et voilà, c'est les interrogations que ça soulève, mais en tout cas pendant cette période, tous les livres que j'ai écrits, ça a été un bonheur. Évidemment, il y a toujours de la difficulté dans l'écriture, mais je veux dire, chaque projet, je voulais vraiment qu'il aboutisse, qu'il naisse, quoi. Ça représentait une nécessité intérieure, quoi. Quand on lit les pitchs, les présentations, on voit quand même qu'il y a toujours une idée derrière. C'est pas juste une histoire. Il y a quelque chose que tu as envie de défendre. On le ressent dans le pitch, en fait. Je me posais la question, tu vois, parce que là, on a parlé de quelques romans que tu as enchaînés, et on est arrivé après en 2014 au Stagiaire, qui est un peu, je sais pas, peut-être ton best-seller. Je sais pas si on peut le dire comme ça ou. Je sais pas trop. Les Stagiaires, c'est pas forcément l'ouvrage qui s'est le plus vendu, mais je pense que là où ça a été un point très fort dans
mon itinéraire d'écriture. Et c'est que ce bouquin, mais je sais pas comment dire, même encore aujourd'hui, déjà les droits d'option ont été cédés pour l'audiovisuel. Il a eu un vrai succès d'estime ou même médiatique. Par contre, au niveau des ventes, c'est pas forcément celui qui a le plus fonctionné. Un peu plus au livre de poche ensuite, mais sa première édition chez Brajlon Milady, c'est tombé à un moment un peu particulier où en interne de l'entreprise, ils avaient aussi certaines problématiques. Donc, disons que la commercialisation ne s'est pas passée comme prévu, pour résumer. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment un livre et une série, puisqu'il y a durée déterminée, indéterminée, où à travers ce livre, je rencontre mon premier agent littéraire. En fait, c'est le coup de cœur c'est ce livre qui me fait faire passer un cap, qui est d'être représenté aussi par une agence littéraire. Et ça, d'un point de vue psychologique, à tous les niveaux, ça a été un moment crucial, en fait, je pense, de mon parcours. Et puis, de tous les livres que j'ai écrits, cette saga, mais j'en garde je peux pas t'expliquer, c'est difficile à décrire, mais j'ai eu un flux réellement d'écriture tout le long. Un plaisir fou qui fait que j'ai relu il y a pas longtemps Indéterminé, un truc que je fais jamais, de relire mes livres. Et j'ai été happée et je vais essayer d'en parler sans être trop émue, mais vraiment, j'ai eu l'impression de retrouver des amis, tu vois. Enfin, on sent des choses très différentes en fonction des livres qu'on écrit, mais celui-ci, ça restera pour moi toujours une saga très, très particulière et je ne dis pas que je ne vais pas continuer à écrire sur ce groupe de personnages, quoi. Même si c'est pas la décision sûrement la plus rationnelle d'un point de vue commercial, c'est la nécessité que je ressens, quoi. C'est que vraiment, il y a eu ce que m'avait dit mon éditrice au livre de poche, et qu'il y avait peu de livres qui finalement captaient comme ça à un moment de temps, on va dire des 20-30 ans. Effectivement, tu parlais de capter l'air du temps. On a l'impression que c'est effectivement dans cette série-là que tu l'as capté, parce qu'en plus c'est l'histoire d'une société de jeux vidéo et de manga, donc c'est aussi un peu il y a peut-être aussi un rapport, un effet miroir avec toi aussi, dans lequel tu t'es investi aussi pour raconter cette histoire. Oui, parce que je pense que quand on crée de manière générale dans sa vie, c'est vraiment une façon d'être au monde, quoi. C'est une façon d'observer les choses, c'est une façon d'analyser. Et la fiction, c'est une façon de remettre de l'ordre dans parfois ce qui n'en a pas dans la réalité. Tu vois ce que je veux dire? C'est que la chronologie des événements dans la fiction, ou même par sa structuration, on est dans une forme de sublimation des choses, quoi. Et en même temps, Les Stagiaires, c'est assez dur, assez cru, lucide et féroce en même temps, parce que ça présente, je pense, le monde du travail, en fait. Ça parle vraiment du monde du travail, mais quand on dit ça fait un peu impersonnel, mais c'est vraiment des personnages aux trajectoires intimes très différentes, qui ont des parcours différents, qui ont leurs bagages, qui ont leurs souffrances, et c'est comment on suit l'intériorité des êtres humains au travail. Et ça, c'est passionnant, parce qu'en fait, le monde du travail, c'est une tension qui t'amène par essence à quelque part pas déconnecter ton humanité, mais en tout cas de la mettre plus en retrait, parce qu'il y a des règles, parce qu'il y a des considérations économiques et tout ça. Et en fait, ça reste des êtres humains qui doivent essayer de s'entendre et qui sont quelque part forcés dans le salariat à venir chaque jour tant de temps par jour. Et ça, raconter ça, je trouve que c'est passionnant, et que c'est peut-être pour ça que ça a parlé aussi à beaucoup de monde, parce que c'est un livre pour lequel beaucoup de messages, beaucoup de gens en dédicace, autant des vingtenaires qui disent mais j'ai l'impression de vraiment retrouver ma vie quand j'étais en stage, autant que des mamans de 45 ans qui me disaient même si j'ai travaillé dans un complètement autre domaine que l'édition ou le jeu vidéo, ça me rappelle les plein de choses que j'ai vécues ou que je me suis dit au quotidien, quoi. Donc j'ai l'impression, si je me projette dans le fait d'écrire ce genre de livre, je pense que j'aurais du mal, parce que je te dis, comment tu rends intéressant le monde du travail, qui est ton quotidien. T'as l'impression que c'est quelque chose qui va être difficile à mettre en scène, en fait. Comment t'as réussi à trouver l'angle pour ça? Écoute, j'aurais eu du mal à répondre à cette question il y a quelques mois, mais comme j'ai relu Indéterminé, et je l'ai relu comme une étrangère. C'est assez bizarre ce que je veux dire, mais évidemment que je me souvenais chaque moment que j'avais écrit et tout ça. Mais finalement, comme ça fait maintenant
je l'ai écrit en 2017-2018, donc ça fait quand même des années maintenant. J'avais l'impression d'avoir une forme de, tu sais, tes yeux ont été lavés par quelque chose, tu redécouvres et t'as presque plus la sensation que c'est toi qui l'as écrit. Enfin, je sais pas comment dire. Il y a beaucoup plus de distance et du coup, c'est là qu'on craint son propre regard parce qu'on craint sa dureté. Et en fait, je n'ai pas lâché le bouquin, quoi. Et tout le monde, les stagiaires, ce qui revient souvent, c'est j'ai pas pu le lâcher. Chaque page, je voulais savoir ce qui se passait. Et c'est vrai que quand tu dis ça parle du monde du travail, tu dis oh, ça peut être très intéressant, quoi. Et en fait, je pense que là, le cœur de ça déjà, c'est les personnages. Enfin, c'est vraiment leur motivation, les conflits dans lesquels ils sont intérieurement, cette tension et le fait que c'est une narration double. C'est-à-dire qu'on suit d'un côté Ophélie, qui est une jeune fille qui vient de province, qui vient bosser en communication, mais c'est quelqu'un qui vraiment, est dans des enjeux de survie qui sont quand même quelque chose sur lequel on peut s'identifier, quoi. On a vraiment, je pense, de l'empathie pour elle et on se demande comment elle va s'en sortir et si elle va s'en sortir, parce qu'on voit bien qu'elle arrive sans armes dans un univers qui est violent, quoi. Et Arthur, qui lui a fait une école de commerce, qui a un problème d'addiction, qui est complètement aux antipodes, qui permet de décrire aussi tout le système des écoles de commerce et des relations de bizutage, enfin voilà, tout cet univers. Et finalement, c'est leur rencontre, cette histoire, et donc on suit des histoires d'amitié, des histoires d'amour entre ce petit groupe en fait d'individus qui se retrouvent tous à faire un stage, qui sont tous très différents, qui viennent de milieux différents, qui ont des histoires différentes, problématiques aussi de familiales et tout ça. Et en fait, ils se retrouvent à créer un lien de solidarité par l'adversité, quoi, du monde de l'entreprise. Et ils sont hyper attachants. Et le dernier tome, je trouve, va beaucoup plus loin dans les enjeux et dans les conflits parce que on est vraiment sur la tension permanente entre les valeurs qu'on a en tant qu'individu personnellement et ce qu'on nous demande de défendre par le biais du travail dans l'entreprise. Et ça, en fait, c'est fascinant, quoi. C'est-à-dire que, je sais pas, vous êtes RH et vous devez licencier quelqu'un que vous connaissez par ailleurs. Enfin, je donne un exemple comme ça. Mais c'est hyper dur, en fait. Enfin, ça crée des dilemmes, des questions de loyauté. Enfin, et oui, je pense que du coup, ça peut être tranche de vie quelque part, mais ça peut être très intéressant par la façon dont affectivement on s'investit en tant que lecteur par rapport à des personnages qui psychologiquement vont nous parler, quoi. Ça m'évoque un film alors qui est très peu connu, mais qui était sur les RH aussi, et sur le milieu des consultants, des gens qui licencient, etc., qui était Violence des échanges en milieu tempéré. Et c'était il y avait l'histoire d'un gars en cabinet de conseil et qui allait en gros fermer les entreprises, les écrémer, les rendre plus légères et plus dynamiques, et puis la manière dont au fur et à mesure il va s'assécher progressivement dans ce travail. Donc effectivement, je vois comment tu peux réussir à en faire quelque chose d'assez captivant, en fait. Tout à fait. Faudra les lire pour se rendre compte, mais oui, là je vais les lire parce que là tu m'as donné vraiment envie. Et puis ce que j'ai adoré aussi dans l'écriture de ces 3 tomes, parce qu'on a vraiment une évolution, puisque déjà en tant que personne j'ai grandi au fil des années, bien sûr, et puis je pense vraiment que l'écriture, ce qu'on dit par rapport à l'association qu'on fait avec le bon vin avec les années, je trouve que c'est ce qu'il y a de formidable par rapport aux sportifs qui ont atteindre les limites de leur corps au fil du temps de manière inéluctable. Je trouve que on a la chance par l'écriture ou les arts de manière générale d'être tellement enrichi de notre expérience que d'une certaine façon on espère en tout cas que chaque livre sera meilleur. C'est peut-être pas toujours le cas, mais voilà, on gagne en expertise, en expérience et en profondeur aussi, je pense, au fur et à mesure des expériences de la vie. Et c'est vrai que là, sur les 3 tomes, il y a une vraie évolution, en fait, de la psyché des personnages, qui peut être surprenante, qui peut être attendue. Enfin, c'est assez variable. Et je trouve que cet effet dans le temps, sériel, c'est ça qui donne de la puissance aussi au récit, quoi, parce qu'on a vraiment le temps, quelque part, d'apprendre à rentrer dans les univers de ces personnages. Il y a une histoire comme tu décris, de maturation, peut-être de désillusion aussi, un petit peu sur le milieu du travail. Ça m'évoque, du coup, je vais enchaîner un peu sur d'autres facettes de ton parcours, mais la désillusion, ça m'évoque un peu ce que tu as fait autour de la défense des auteurs et de ton travail associatif et ton engagement autour des années
à peu près pareil, 2018, 2020, entre... Tout à fait. Ça. En fait, c'est ça, la charte... c'est ça, en fait. J'ai fait 2018-2021. Et c'était un accident, tout ça, quand même, pour résumer. Mais oui, en fait, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que on arrive quelque part dans un métier où, d'accord, notre parcours, je dirais, d'autrice, là, en l'occurrence, s'est développé. Toute notre expertise, je veux dire, par rapport à l'écriture, par la pratique quotidienne aussi de l'écriture, je dirais, tout cet aspect créatif qui fait partie, je pense aussi qui est vraiment un métier et qui fait partie de son processus d'évolution. Et puis l'aspect industrie dont je te parlais tout à l'heure, ça a des implications pour lesquelles là, je dirais qu'on arrive complètement comme une page blanche, ou même avec un master édition, mais des contrats d'édition, juridiquement, c'est très difficile à relire. Et comme en fait, personne considère que c'est vraiment un travail, quoi. Moi, je me suis retrouvée dans des vraies problématiques où, de fait, moi, je travaillais, j'écrivais des livres pour finalement des éditeurs qui m'avaient demandé aussi d'en écrire, parce qu'il y a aussi ce rapport, c'est ok, d'abord, quand on veut être publié, on vient, on soumet son manuscrit. Mais quand on commence quelque part à se construire un lectorat, il y a des éditeurs qui aussi sont en demande, en fait, d'ouvrages. Donc il y a quand même un lien vraiment de ensemble on décide que ce livre va être publié, quoi. On décide que c'est un projet commun entre une maison d'édition et un auteur. Et c'est vrai que là ça a été vraiment beaucoup plus beaucoup plus compliqué de commencer à comprendre les tenants aboutissants, et ce que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, c'est que quand même à la fin on travaille parce que on a plein d'obligations, de papiers à remplir, la sécurité sociale, il faut se déclarer à une première retraite, puis une retraite complémentaire. Enfin, c'est un univers administratif assez complexe où on vous fait comprendre qu'il faut cotiser, que vous travaillez, que vous faites partie de la société. Et d'un autre côté, dès qu'il s'agit d'acquérir des droits, je dirais qu'il y a beaucoup de devoirs, mais quand il s'agit d'acquérir des droits sociaux fondamentaux, là on est dans des zones de flou. Et pour le coup, moi j'ai vraiment vécu des problématiques de santé mentale qui étaient liées à mon travail, en fait, d'épuisement, etc. Mais pour lequel on était dans un flou total, parce que n'ayant pas de contrat de travail, les contradictions, ce sont que des contrats de cession de droits, c'est-à-dire que ce sont que des contrats d'acquisition de propriété intellectuelle. Mais alors, qu'est-ce qu'il en est du corps de la personne pendant tout le temps où elle écrit, où elle est en action, elle est devant son ordinateur, où elle échange des mails, quand on lui demande de faire des tournées de promotion, d'aller à des salons du livre, voilà. Et je trouve ça quand même fascinant d'une certaine façon, parce qu'on est face à un paradoxe qui fait que j'avais écrit cette tribune dans l'actualité plus tard du problème de la case, quoi. On sait jamais où on est mis, à quelle case on appartient, si on est vraiment dans la société ou si on l'est pas, tu vois ce que je veux dire. Et là, d'un point de vue plus pragmatique que juste la création, mais vraiment l'administratif, quoi, d'une certaine façon. Et la désillusion, elle intervient, quoi. Elle intervient parce que de fait, quand je vois les choses avec le recul, elle était inévitable, et elle l'est d'ailleurs sur beaucoup de mes collègues, puisque quand on prend la charte des auteurs illustrateurs jeunesse, j'adore cette histoire parce que quand je m'en suis retrouvée présidente, je me suis dit j'ai vraiment envie de comprendre pourquoi on en est arrivé là, pourquoi cette association a été créée, comment on a eu les tarifs minimum pour les interventions scolaires et tout ça. Et Christian Grenier, qui est un auteur de littérature jeunesse, raconte que c'est venu, donc ils étaient en Bretagne avec plusieurs auteurs. Et c'était pour faire des interventions scolaires. Et à l'époque, dans les années 80, les interventions scolaires, c'était jamais payé, en fait. C'était vraiment... il y avait un côté, les auteurs, c'est presque du caritatif. Tu vois ce que je veux dire ? C'est la bonne action qu'on va faire pour les élèves, et on va demander à un auteur de venir dans les classes. Et puis, il y a un auteur, il avait une voiture empruntée pour ça d'un gars du collège. Il se retrouve embourbé. Alors, on sait pas ce qu'il faut faire pour les assurances, comment déclarer ça, parce qu'en fait, c'était quand même sur un moment de travail, mais en fait, c'est pas du travail. Enfin, tu vois, c'est très pragmatique, mais en gros, on se rend bien compte qu'on est dans une zone de flou. Et puis, il se retrouve à l'hôtel. Enfin, c'était une auberge. Ils sont plusieurs auteurs. Il y a des auteurs de littérature jeunesse, et puis il y a des auteurs d'imaginaire, justement. Puis, ils commencent à parler contrats. Ils sont, moi, chez un tel, je suis à 5%. Ah bon, mais pourquoi toi t'es en jeunesse, t'es à 5%, mais moi je suis à 10%, enfin. Et puis, il y a cette discussion. À l'issue de ces interventions croisées, le responsable un peu de l'événement leur explique qu'en fait, ça va pas être possible de leur payer leur chambre d'hôtel, parce que finalement, ils ont pas le budget. Et que, en gros, même pour la bouffe, finalement, c'était pas possible, quoi.
Et là, l'histoire raconte, enfin, Christian Grenier, que c'est comme ça qu'est née la charte. En fait, ils se sont dit, mais putain, on en a vraiment trop marre, quoi. Désolé, mais du gros mot, mais en gros, ça ne peut plus durer. Enfin, c'est quoi cette histoire? Et quand la charte a été créée, au début, il y avait deux, je dirais, camps dans les auteurs de littérature jeunesse. Ceux qui défendaient ça, qui disaient, j'adhère à la charte et je veux qu'on soit rémunéré quand on va dans les classes parce que c'est un travail, ça demande de la préparation, c'est notre temps, c'est un moment où, bah, moi, mes enfants, faut que je les fasse garder. Enfin, bon, bref. Et l'autre, il disait, ah non, mais si vous faites ça, enfin, c'est horrible de faire ça. On a besoin de nous. C'est notre mission sacrée quelque part d'aller intervenir. Faut pas parler d'argent. On va faire faillite aux écoles. On va faire faillite aux bibliothèques. Enfin, voilà. Et voilà. Ce truc-là, cette anecdote sur la charte, je trouve que quelque part, quand on l'apprend, bah, les choses sont similaires encore aujourd'hui à bien des égards, même si elles ont beaucoup évolué. C'est finalement, c'est quoi, être auteur en France aujourd'hui? C'est un métier ou ça l'est pas? Et puis, c'est ça la question aussi simple. Évidemment, peut-être qu'on n'en vit pas, mais est-ce que c'est une activité quand même économique? Bah, a priori oui, parce qu'une activité professionnelle, quand tu prends le code des impôts, elle a une définition simple, hein. C'est que c'est une activité qui est pécuniaire et puis a priori régulière. Bon bah voilà, peut-être que c'est pas ton métier à plein temps en l'occurrence, mais je veux dire d'un point de vue du droit de la sécurité sociale et d'un point de vue du droit, enfin de tout ce qui est fiscal, bah, on considère que c'est une activité professionnelle. Alors pourquoi il y aurait pas les droits en face de cette façon-là? Et la désillusion, voilà, elle intervient parce que bah voilà, je suis jeune, je démarre. Enfin, franchement, quand j'y pense, moi, quand je commence à en vivre, je suis très jeune, hein. J'ai 24 ans. Enfin, non, j'ai même 22 ans. Attends, 2012, je sais plus. Non, oui, c'est ça, j'ai 24 ans. J'ai 24 ans. Oui, donc, tu as participé à la création de la Ligue des auteurs professionnels, c'est ça? Donc. C'est ça. Et donc, c'est là où c'est intéressant parce que voilà, il y a le mot auteur et professionnel. Donc, c'est ça. On l'a bien mis pour que ce soit bien compréhensible. C'est bien en opposition au rentier dont tu parlais tout à l'heure, Mais en fait, j'ai rien contre le fait tu vois, d'être propriétaire, d'avoir des rentes et tout ça, c'est très très bien. Enfin, je veux dire, c'est formidable. Mais le fait que certaines personnes n'aient pas besoin du fruit, entre guillemets, peuvent se contenter d'une rémunération symbolique qui est la publication ou des prix littéraires, ça c'est une chose, parce qu'ils ont par ailleurs des sources de revenus, très bien. Le problème, c'est que cette représentation, je dirais, de l'auteur type, c'est en partie, mais il y a plein d'autres explications, ce qui a reculé, voire détruit les droits sociaux d'individus qui viennent de milieux sociaux moins privilégiés et qui n'ont pas d'autre choix, en fait, à un moment donné, pour exercer cette activité que d'en recevoir le fruit, quoi. Le fruit, du coup, financier. Ils peuvent pas payer leur loyer avec de la visibilité, quoi. Ils ont vraiment besoin, à un moment donné, d'avoir le fruit, finalement, de leur travail. Et là-dessus, oui, la création de la Ligue, c'est vraiment... ça, il faudrait un podcast dédié pour raconter tout ça, mais en tout cas, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à ce moment-là, je prends ces engagements et que... ça fait vraiment partie, je pense, de mon parcours même psychologique, je dirais, parce que quand vous êtes militant, parfois les gens comprennent pas pourquoi vous passez autant de temps à faire un truc bénévole, parce que c'est vrai que, clairement, c'est un peu une folie. Moi, je pense que ça faisait partie d'un processus intellectuel, voire de réparation psychologique, d'arriver à comprendre de manière systémique aussi les souffrances que j'avais vues chez mes pairs et puis que j'avais ressenties aussi. Et c'est là que, sociologiquement, on prend conscience que là, il s'agit pas que de son parcours individuel, il s'agit vraiment d'une structuration en fait du travail qui fait que la souffrance est quasiment inévitable, quoi. Et quand tu discutes avec plein d'auteurs, mais même des auteurs très connus de best-sellers qui voilà ne s'en ouvraient pas facilement avant, parce qu'il y a une sorte de honte aussi. Il y a une sorte de honte, la représentation un peu romantisée. Voilà, je prends Éric Lhomme, auteur chez Gallimard, des millions d'exemplaires vendus. Je veux dire, ces ouvrages, ça fait partie aujourd'hui vraiment de livres qui ont marqué autant que Harry Potter une très jeune génération à l'époque de lecteurs et lectrices françaises. Et Éric Lhomme qui explique qu'il vit avec à peine un SMIC et qui fait ça dans une tribune. Bon, on se dit qu'il y a quand même un problème, quoi, que même en fait l'auteur qui a coché toutes les cases de la réussite, il est dans une situation pour certains de précarité qui paraît quand même un peu étrange, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Même le succès finalement un peu improbable et quasiment impossible fait que des personnes sont quand même en souffrance dans leur activité, quoi. Donc il y a quelque chose qui va pas. Non, mais c'est intéressant aussi voilà, qu'on puisse en parler là et que ça permette aussi au lecteur de se projeter sur
quelle est la condition de production de ce qu'ils disent, des œuvres, etc. C'est intéressant de voir Ça l'envers du démystifie. décor, Ça démystifie, et c'est ça avec lequel on peut avoir du mal, c'est que ah oui, tout de suite on va parler juridique, on va parler industrie, ça donne pas envie, ça vend pas du rêve. Mais d'un autre côté, la réalité concrète d'une journée d'auteur, c'est pour ça que j'ai fait ma chaîne YouTube aussi, c'était une façon de montrer tout ça. Lundi, ça peut être que faire de l'administratif, quoi. En fait, c'est ça, c'est ça la réalité. On n'est pas toujours comme ça, là, en transe, en train d'écrire nos livres. On est des êtres humains, on mange, voilà. Moi, en l'occurrence, je suis tombée enceinte, j'ai eu un enfant, j'avais besoin de mon congé mat, ça a été une galère sans nom. On est aussi des corps, voilà. On n'est pas que des esprits. C'est suite à ça que tu es parti après ton expérience associative, que tu es parti en tour du monde. Oui, suite c'était un peu en parallèle, mais honnêtement, comment dire, ça a été une des expériences les plus formatrices de ma vie, mais aussi les plus difficiles, parce que déjà j'écrivais beaucoup moins. J'écrivais mais des essais, c'est-à-dire que je faisais beaucoup de recherches juridiques. J'ai beaucoup écrit en fait des analyses quelque part. Et des courriers au ministère, ça c'est autre chose, mais vraiment c'était une écriture qui était quasiment de recherche en fait, si on devait le résumer, mais qui sont des travaux qui sont sur le site de la Ligue des auteurs professionnels. Mais quelque part, je crois que c'était un stade où voilà, par contre, je suis très heureuse quand même de l'avoir fait, dans le sens où je pense que c'est une lutte qui est juste, qui est légitime, qui est importante, parce que si on croit finalement à la mission profonde des créateurs et créatrices dans ce monde, on croit aussi que c'est légitime de leur apporter une forme de protection ou de droit minimum pour être en mesure de créer, pas que dans la souffrance. Ça, je trouve ça intéressant, je parle de souffrance, parce que je pense qu'il y a vraiment un imaginaire de être un artiste, être un auteur, ou tout ce que tu veux. On souffre et c'est normal, quoi. Voilà. Faut être dans la misère, dans sa chambre de bonne qui goûte, et puis tu vois, avoir que des problèmes, mais c'est pas grave, écrire un chef-d'œuvre, tu vois. Mais non, la réalité, c'est que si on regarde bien, ça c'est du fantasme, il faut être dans des conditions minimum en fait pour pouvoir créer, parce que je veux dire, quand vous êtes dans la survie, la création elle a du mal à se frayer un chemin, parce que vous êtes déjà sur comment tout simplement répondre à des besoins fondamentaux dans votre existence, quoi. Donc je pense vraiment que ça a des enjeux très important dans notre société. Si on croit, il faut quand même l'espérer, aux vertus de ce que la culture, alors on protège ceux qui en sont à l'origine, quoi. Ça me paraît normal. Ok. On va parler un peu de choses qui font rêver pour enchaîner. Voilà, parce que bon. Non, en fait, parce que c'est un sujet. Voilà, tu m'as présenté. J'ai vu une vidéo il y a pas très longtemps qui est sortie. De créateurs de jeux vidéo, tu es retourné dans le milieu du jeu vidéo à ton retour, donc après avoir fondé Parenthèse Tiny House. Donc tu travailles maintenant pour un jeu, pour la création d'un jeu qui s'appelle Little Big Adventure, donc qui est un jeu mythique des années 90 qui va donc revenir et être rebooté. Donc, est-ce que tu peux en parler? Alors, il y a une vidéo pour ceux qui veulent chercher. Il y a une vidéo qui est sortie il y a pas longtemps qui est un peu qui parle des dessous. On t'y voit dedans parler du retour de Little Big Adventure avec Frédéric Reynal, qui est un développeur mythique des années 90, qui a fait aussi Alone in the Dark, donc en ambiance Lovecraftienne avec les débuts de la 3D, etc. Donc il y a quand même une hype quand même autour de ce jeu. Comment tu as fait partie de l'équipe, et qu'est-ce que toi tu vois dans ce jeu en fait, que t'avais pas connu, t'étais trop petite pour y jouer au début. Donc comment tu reprends en main ce projet, t'appropries l'histoire de ce personnage? Alors je peux pas en effet trop en dire pour des raisons de confidentialité, mais il y a cette vidéo dont tu as parlé qui en dit déjà beaucoup. Ce que je peux dire, c'est que au départ, moi j'étais vraiment juste entre guillemets une experte dans le board créatif avec Frédéric Reynal sur le projet de reboot. Du studio qui venait de se créer, puisque le studio 2.21 a acquis en fait la licence du jeu Little Big Adventure
Alors, il y a plein de choses que vous pouvez découvrir. Si vous voulez découvrir les jeux originaux, ils sont sur Steam. Il y a même eu voilà, des petits bonus et des petites choses que vous pouvez découvrir sur le site du studio par rapport aux jeux originaux qui ont... Voilà. Il y a vraiment eu tout un travail aussi qui a été fait par l'équipe et certains des anciens pour arriver à continuer en fait de le mettre à disposition aussi des joueurs qui l'ont connu et qui ont envie d'y jouer, de se replonger dans cette nostalgie, ou ceux qui ont envie de le découvrir, hein, c'est tout à fait possible. Là, l'idée donc c'est de travailler sur un reboot. On sait que Little Big Adventure 3 était très attendu, mais pour tout un tas de raisons qui sont expliquées dans la vidéo, on a eu envie de partir sur un reboot. Et moi, je suis devenue pas que membre extérieur. En fait, je suis narrative designer sur le jeu, donc c'est-à-dire que j'en écris le scénario, que j'en suis garante de l'univers, qui est finalement un travail un peu différent de ce que j'avais fait chez Ubisoft, mais qui a des parallèles, enfin en tout cas des similitudes. Et donc on travaille en équipe sur ce reboot et c'est absolument passionnant. Je vous invite à aller voir les concepts, enfin le premier concept art qui a été dévoilé de Paolo Torino, donc qui est notre directeur artistique, qui est brésilien, qui est un fan du jeu depuis sa petite enfance. Donc il y a une partie de l'équipe qui sont des fans vraiment de longue date et une partie comme moi qui n'avait pas joué au jeu à l'origine. Donc j'ai beaucoup joué par ailleurs quand j'ai commencé à travailler sur le projet. Mais évidemment, je n'ai pas le même regard sur le jeu que quelqu'un qui l'a connu enfant ou adolescent dans les années 90. L'idée, c'est aussi que pour en fait faire de Twinsen un héros de la génération aussi d'aujourd'hui, c'est important d'avoir un regard un peu plus distancé aussi sur le jeu d'origine pour voir comment on pousse les curseurs. Et puis, je crois que ce que je suis autorisée à dire, en tout cas, c'est que beaucoup des choix qui ont été faits sur Little Big Adventure, mais ça, Frédéric Reynal en parlera mieux que moi. Je vous invite à aller sur le site de Twinsen Little Big Adventure parce qu'on prévoit des contenus exclusifs justement sur la genèse du jeu et le processus de création du jeu, parce que c'est vraiment hyper intéressant. Beaucoup de choses étaient aussi des choix qui étaient des choix de contraintes techniques par rapport à l'époque. Donc ça, c'est très très intéressant de comprendre le processus de création à mi-chemin entre la technologie, l'art et les contraintes qui viennent finalement créer un cadre dans lequel on va essayer de raconter la meilleure histoire possible, quoi. Donc moi j'adore ce projet déjà parce que l'univers est vraiment original, et même pour ne pas y avoir joué du coup quand j'étais petite, quand j'y ai joué, j'ai vraiment compris aussi pourquoi c'est un jeu qui avait été autant apprécié, parce qu'il y a une âme en fait dans ce jeu, et quand vous connaissez les créateurs du jeu, vous comprenez aussi d'où vient cette âme, parce que maintenant les connaissant pour les créateurs originaux, je peux à peu près dire qui a mis quoi dans le jeu original parce qu'on sent les personnalités et tout ça. Et je trouve ça génial, je trouve ça passionnant parce que c'est un défi hyper audacieux de se dire qu'on reprend cette matière existante et que voilà, on s'amuse, et que les créateurs originaux en aient en fait la volonté. C'est une passerelle intergénérationnelle qui est assez rare en fait quelque part. Je trouve que ça se fait de façon humaine, familiale, et ça se sent, je pense, quand on regarde la vidéo, quoi. Oui, ça se sent beaucoup, et puis c'est vrai qu'on retrouve, on se dit voilà, il y a le retour d'une comment dire, de cette originalité, et puis ce mélange entre histoire, design un peu hors du commun en fait, assez incroyable. Quand tu parles de contraintes techniques, c'est vrai qu'il y avait à l'époque, il y avait peut-être plus que maintenant, mais il y avait cette magie. Le jeu vidéo, c'était un tour de magie, c'est-à-dire que il y avait des trucs pour faire plus que ce que la machine était capable de faire. Donc voilà, il y avait ce côté magicien qu'avait eu Frédéric Reynal et son équipe. Hein, donc pour le jeu, c'était impressionnant. Et je me souviens à l'époque, voilà, il y avait tous les magazines l'avaient mis en couverture, voilà, titré que c'était un jeu français, voilà, avec une personnalité incroyable. Donc c'était vraiment un événement. Donc je suis assez impatient de voir ce que vous allez faire, et je ne doute pas que c'est une aventure incroyable. C'est une aventure incroyable. Voilà, on a beaucoup de travail. Tout ce que je peux dire. Mais il y a beaucoup de travail, mais c'est un parti pris que je trouve passionnant, et c'était pas du tout tu m'aurais dit il y a un an que je ferais partie de cette équipe et que ce serait mon projet le plus prenant du moment, j'y aurais pas cru, parce que voilà, je continue à faire des missions dans le jeu vidéo, mais là, je trouve que c'est complètement une autre échelle, parce que il y a un travail de création qui est vraiment très très profond et qui est lié en plus à un jeu qui a vraiment marqué une génération, je crois qu'on peut le dire.
Oui, j'aurais moins été, si tu m'avais dit je travaille sur le prochain Assassin's Creed, le scénario, j'aurais été moins hypé, mais là, effectivement, il y a vraie création, vraie personnalité, donc ça va être super intéressant. Bah, écoute, je crois qu'on a un peu fait le tour de ton actualité. Est-ce que on a parlé de tes doubles, quadruples vies. Est-ce que tu as encore du temps pour caser des projets littéraires dans ton planning à futur à venir, ou est-ce que pour l'instant c'est en pause avec Écoute, comment dire? Je pense que déjà j'avais besoin d'un recul du monde de l'édition de manière générale parce que le militantisme ça abîme beaucoup. C'est vrai que passer des jours entiers à finalement recevoir la parole de collègues en souffrance, que ce soit par rapport à leur contentieux, que ce soit par rapport à la sécurité sociale, enfin parce qu'on a quand même en étant bénévole et sans formation dû absorber énormément de choses en partie en période de crise Covid où on avait agi vraiment à haut niveau institutionnel pour essayer de mettre en place un minimum d'aide en fait à cette période-là. Et donc je pense qu'il y a eu un moment nécessaire, un peu de mise à distance de ça. Puis j'ai eu un enfant, on a lancé parenthèse alors que j'avais un bébé, le projet de jeu vidéo, il y a beaucoup de choses qui se sont télescopées, mais néanmoins, pour la première fois depuis très longtemps, j'ai refait un plan d'un roman et je sais pas comment t'expliquer, je sens que ça va être, que le moment est arrivé pour un nouveau livre, que je vais prendre le temps, que je vais le faire différemment par rapport à avant, puisque voilà, j'ai un pied un peu plus en dehors là, mais voilà, comment te dire, à un moment donné, quand le livre veut être là, il trouve son chemin, quoi, et c'est en cours. Donc ça prendra du temps, mais voilà, je sais que ça va arriver. Bon, bah écoute, ça fait plaisir, ça fait très plaisir. Oui. Bah écoute, merci de ton temps, c'était incroyable, on a réussi à aborder vraiment énormément beaucoup de sujets, donc merci infiniment pour ta générosité. Merci à toi. Et puis, ton podcast porte très bien son nom. Merci, et puis au plaisir de se croiser peut-être dans la forêt, peut-être dans un salon littéraire ou dans un déplacement quelconque. À bientôt. Et puis, à bientôt. Merci de ton temps encore. Ciao. Merci beaucoup.